Aujourd'hui, on va parler de l'évolution d'Hikaru dans The Summer Hikaru Died. Et avant de commencer, je préfère vous prévenir, cette vidéo contient des spoilers de la saison 1 de l'anime, mais aussi des scans du manga, donc si vous n'êtes pas à jour, je vous conseille vraiment de revenir plus tard. On va parler de ce que Hikaru fait, mais surtout de pourquoi il le fait. Hikaru est un être qui apprend à exister dans un monde qu'il ne comprend pas. Il vit une vie humaine alors qu'il n'est pas humain. Il tue, mais il ne comprend pas vraiment ce que signifie tuer. Il aime sans savoir ce qu'est l'amour. Et tout son développement tourne autour d'une seule chose, Yoshiki. Dans cette analyse, on va retracer son évolution étape par étape. Comment il passe d'une entité qui agit par instinct et par peur à un être capable de douter, de culpabiliser et même de vouloir partir pour protéger celui qu'il aime. On va voir comment plus Hikaru essaie d'être proche des humains, plus il devient fragile, comment plus il apprend la valeur d'une vie, plus il souffre. Et pourquoi son évolution est à la fois belle, tragique et profondément inquiétante. Dans The Summer Hikaru Died de Mokumoku Ren, l'évolution d'Hikaru est lente, douloureuse et surtout contradictoire. Il ne suit pas un chemin clair vers la bonté. Il avance, il recule, il comprend, puis il échoue. Et c'est justement cela qui rend son développement si fort. Il ne change pas parce que l'histoire l'exige. Il change parce que rester immobile devient impossible. Au début, Hikaru ne cherche pas à être humain, il cherche à exister. Avant de prendre le corps d'Hikaru, il était une présence liée aux impuretés, quelque chose d'ancien, presque informe. Il n'avait ni routine, ni nom, ni relation exclusive. En devenant Hikaru, il découvre quelque chose d'inédit. Une place précise dans le monde, une chambre, une école, un village, une voix qui l'appelle par son prénom. Cette stabilité, c'est nouvelle pour lui. Ce n'est pas l'humanité qui l'attire en premier, c'est l'idée d'appartenir à quelque chose. Et au centre de cette appartenance, il y a Yoshiki. Yoshiki n'est pas seulement la personne qu'il aime le plus, Yoshiki est celui qu'il a accepté immédiatement. Au chapitre 1, lorsque Yoshiki comprend que ce n'est pas le vrai Hikaru, il ne fuit pas, il ne le dénonce pas. Il tremble, il pleure, mais il reste. Pour une entité qui n'a jamais eu de lien exclusif, ce geste est immense. Hikaru comprend alors que sa survie ne dépend pas seulement de sa puissance, mais du regard de Yoshiki. C'est pour cela qu'il aurait pu tuer Yoshiki s'il avait été rejeté. Non par haine, mais parce que le rejet aurait signifié la fin immédiate de son monde. Yoshiki devient son point d'ancrage. Sans lui, le corps, le village, la vie humaine n'ont plus de sens. Quand Hikaru tue ceux qui découvrent sa nature, il agit selon une logique de préservation. Il élimine les gens qu'il perçoit comme une menace pour sa vie d'humain. Il ne réfléchit pas en termes de justice ou d'innocence. Il réfléchit en termes de stabilité. Ce qui perturbe l'équilibre doit disparaître. Il ne voit pas la mort comme un drame moral, il la voit comme une solution fonctionnelle. Mais ce qui change progressivement, c'est qu'il commence à observer les conséquences. Pas les conséquences sociales, les conséquences émotionnelles. Il voit de la tristesse dans les yeux de Yoshiki, il voit qu'il veut carrément mourir, il voit qu'il est à bout de voir qu'il tue des gens. Et c'est là qu'il commence à comprendre que préserver son identité par la violence l'abîme. L'un des aspects les plus importants de son évolution, c'est que Hikaru apprend par imitation émotionnelle. Il ne comprend pas instinctivement la valeur d'une vie, mais il comprend que Yoshiki, lui, la comprend. Alors il commence à ajuster son comportement, non pas parce qu'il intègre une morale universelle, mais parce qu'il veut rester compatible avec Yoshiki. Il veut continuer à être quelqu'un que Yoshiki peut regarder sans peur. Quand il décide de s'affaiblir volontairement, ce n'est pas seulement un geste d'amour, c'est aussi un geste de transformation identitaire. Il accepte de ne plus être une entité toute puissante. Il accepte d'être limité. Et pour lui, la limite est quelque chose de nouveau. Les humains vivent avec des limites constantes. Fatigue, douleur, peur, finitude. Hikaru, en se divisant, choisit d'entrer dans ce monde fragile. Mais cette fragilité crée un déséquilibre. Son instinct d'absorber des âmes ne disparaît pas. Il est simplement contenu. Et plus il essaie d'être proche des humains, plus sa nature profonde réclame de l'espace. Cela crée une tension interne très forte. D'un côté, son désir de rester avec Yoshiki, de l'autre, son besoin d'exister selon sa propre essence. Quand il comprend que sa présence met Yoshiki en danger, il fait quelque chose de radical. Il envisage de partir. C'est une rupture totale avec son comportement initial. Lui qui a tué pour préserver son monde est prêt à abandonner ce monde pour protéger Yoshiki. Cela montre qu'il ne voit plus Yoshiki comme un simple soutien à sa propre existence. Il commence à le voir comme un être séparé, avec une vie à préserver. La scène du trou est un moment clé parce qu'elle montre que son évolution n'est pas terminée. Quand il utilise l'âme de la petite fille pour revenir, il agit encore par instinct, parce que c'est le souhait de Yoshiki. Mais cette fois, il ne peut pas ignorer ce que cela provoque. Yoshiki assiste à la scène, il est traumatisé, il s'effondre. Et pour la première fois, Hikaru voit clairement qu'il peut devenir la chose que Yoshiki craint. Ce n'est pas ce qu'il a fait à la petite fille qui le brise immédiatement, c'est l'expression de Yoshiki. C'est ce regard, il comprend qu'il vient de fissurer quelque chose dans leur lien, et cette fissure le plonge dans un état
proche de la dépression, lui qui ne comprenait pas la valeur de la vie commence à comprendre la valeur de la confiance. Sa question à Maki, demander s'il serait triste s'il mourait, montre qu'il commence à envisager sa propre existence autrement. Auparavant, il voulait survivre en tant qu'humain. Maintenant, il se demande s'il compte. C'est une étape immense. Il passe d'un instinct de survie à une conscience relationnelle. Il commence à comprendre que vivre, ce n'est pas seulement continuer d'exister, c'est exister pour quelqu'un. Quand il soigne la petite fille, il ne fait pas qu'effacer une faute. Il expérimente quelque chose de nouveau, réparer. Jusqu'ici, il savait absorber, détruire, éliminer. Soigner est un acte opposé à sa nature. Cela montre qu'il ne veut plus seulement éviter de faire du mal à Yoshiki. Il veut agir d'une manière qui corresponde à ce que Yoshiki considère comme juste. Hikaru fait des choix personnels. Il doute, il hésite, il souffre. Cette souffrance est importante. Avant, il n'y avait pas de conflit interne. Maintenant, il est partagé. Et ce partage est le signe qu'il devient plus complexe. Il commence aussi à comprendre la peur de perdre. Pas seulement perdre Yoshiki physiquement, mais perdre sa place auprès de lui. Il réalise que l'amour n'est pas garanti. Il peut être brisé, il peut être retiré, et cette possibilité l'effraie plus que d'être seul. Hikaru n'est donc ni un héros caché, ni une menace pure. Il est un être en transition permanente. Chaque pas vers la compréhension l'éloigne un peu de sa nature originelle, mais ne l'en libère pas totalement. Il vit dans cet entre-deux, trop humain pour être seulement un monstre, trop autre pour être pleinement humain. Ce qui rend son évolution si tragique, c'est qu'il apprend la valeur des choses en risquant constamment de les détruire. Il apprend l'importance de la vie en prenant des vies. Il apprend la valeur du lien en le mettant en danger. Son apprentissage est douloureux, imparfait, mais sincère. Et au centre de tout cela, il y a toujours Yoshiki. Pas comme un sauveur magique, mais comme celui qui oblige Hikaru à se regarder, à douter, à changer. Sans Yoshiki, Hikaru serait resté une entité qui survit. Avec Yoshiki, il devient un être qui choisit, qui hésite, qui regrette. Son évolution n'est pas une transformation spectaculaire, c'est une naissance lente à la conscience de l'autre. Une naissance fragile, menacée à chaque instant par sa propre nature. Et c'est précisément cette fragilité qui rend son parcours aussi bouleversant. Et il y a quelque chose d'encore plus difficile à accepter dans tout ça. Nous, en tant qu'humains, on essaie toujours de mettre des mots clairs sur les relations. On veut savoir, est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est de l'amour romantique? Est-ce que c'est de la dépendance? Mais Hikaru refuse ces catégories. Dans The Summer Hikaru Died, il ne dit jamais clairement « je suis amoureux ». Il ne dit pas non plus « tu es juste mon ami ». Il ne se situe pas dans nos cadres, parce que ces cadres sont humains, et lui ne l'est pas. Nous, on comprend l'amour comme quelque chose qui respecte l'autre, comme quelque chose qui protège, comme quelque chose qui ne détruit pas. Mais Hikaru aime à sa manière. Une manière qui mélange attachement, possession, peur et besoin vital. Pour lui, Yoshiki n'est pas seulement une personne qu'il apprécie. Yoshiki est la raison pour laquelle il choisit de rester humain. La raison pour laquelle il accepte de se limiter. La raison pour laquelle il doute. C'est plus qu'un sentiment doux. C'est un pilier existentiel. Et c'est là que ça devient dérangeant. Parce que son amour n'est pas pur au sens humain. Il est brut. Il est instinctif parce que perdre Yoshiki équivaut à perdre son monde entier. Il ne comprend pas que l'amour humain suppose la liberté. Il comprend seulement que la séparation est insupportable. Et pourtant, au fil du temps, quelque chose change. Son amour cesse d'être uniquement centré sur sa propre survie. Il commence à vouloir le bien de Yoshiki, même si cela signifie souffrir lui-même. C'est là que son attachement évolue. Il passe d'un besoin de garder à un désir de protéger. Mais même dans cette évolution, il ne devient pas humain. Il ne se met pas soudainement à parler d'amour comme nous. Il ne conceptualise pas ce qu'il ressent. Il agit, il tremble, il hésite, il souffre. C'est une émotion qu'il expérimente avant de la comprendre. C'est pour ça que nous avons du mal à comprendre son amour. Parce qu'il n'est pas structuré par la morale humaine. Et peut-être que ce qui rend cet amour si troublant, c'est qu'il est sincère. Pas pur, pas sain, pas rassurant, mais sincère. Hikaru ne joue pas un rôle. Il ne manipule pas Yoshiki par calcul, il ressent quelque chose d'immense qu'il ne sait pas nommer et qu'il essaie d'adapter au monde humain. C'est un amour sans vocabulaire, un amour sans règles, un amour qui apprend en même temps qu'il existe. Et c'est pour ça qu'on ne peut ni le classer, ni le simplifier. La relation entre Hikaru et Yoshiki ne rentre dans aucune case stable. Et c'est justement ça qui la rend queer. D'abord, elle refuse les étiquettes. Ce n'est pas une amitié classique, ce n'est pas une romance déclarée, ce n'est pas non plus une relation purement tragique ou toxique. C'est un lien qui existe en dehors des définitions rassurantes. Le queer ici, ce n'est pas juste une question de genre, c'est une question de décalage. Leur relation est en décalage avec les normes. Elle est en décalage avec le village, en décalage avec la famille, en décalage avec la manière correcte d'aimer. Yoshiki sait que ce n'est pas le vrai Hikaru, il sait qu'il devrait avoir peur. Il sait que ce qu'il ressent n'est pas simple. Et pourtant, il reste. Ce choix est profondément queer. Parce qu'il refuse la logique sociale. Il refuse l'idée que l'amour doit être propre,
clair, validé, Yoshiki choisit un être qui n'est même pas humain. Il choisit un amour qui n'a pas de nom. Il choisit quelque chose que personne autour de lui ne pourrait comprendre. Et du côté d'Hikaru, c'est encore plus radical. Il ne comprend pas les codes humains de l'amour. Il ne comprend pas la romance. Il ne comprend pas la frontière entre attachement, désir, besoin. Il aime à sa manière. Une manière qui mélange la peur d'être abandonné, le besoin d'exclusivité, la volonté de rester pour toujours. Ce n'est pas un amour socialisé, ce n'est pas un amour appris, c'est un amour brut. Le queer, ici, se situe aussi dans cette altérité. Hikaru est littéralement autre. Il occupe un corps qui n'est pas le sien. Il vit dans un monde qui n'est pas le sien. Son existence même est une forme de décalage. Et Yoshiki tombe amoureux, entre guillemets, et s'attache profondément à cet autre. Pas à une version rassurante, pas à une copie parfaite, mais à quelque chose de différent, d'inquiétant, de changeant. C'est queer parce que ça parle d'aimer ce qui ne correspond pas aux normes. C'est queer parce que ça parle de choisir un lien même quand il est incompréhensible pour le reste du monde. C'est queer parce que leur relation ne cherche pas à devenir acceptable. Elle existe, même si elle dérange. Il y a aussi cette idée très forte, l'amour comme transformation. Hikaru change pour Yoshiki, pas pour devenir normal, mais pour devenir compatible. Il apprend à retenir sa violence, il apprend à douter, il apprend à considérer la vie humaine comme précieuse. Il évolue à travers le regard de l'autre. Et Yoshiki, lui aussi, change. Il accepte une réalité qui brise toutes les règles, il accepte d'aimer quelqu'un qui n'est pas censé exister. Il accepte la complexité, la peur, la culpabilité. Leur amour n'est pas idéalisé, il est instable, parfois dangereux, parfois douloureux, mais il est choisi. Et c'est peut-être ça le plus queer. Ils se choisissent encore et encore, même quand tout dit qu'ils ne devraient pas. Ce n'est pas une romance propre, ce n'est pas une amitié simple, c'est un lien qui refuse d'être réduit, un amour qui n'a pas de mot exact, un amour qui existe en marge, un amour qui dérange parce qu'il ne demande pas la permission d'exister.